bien, bonjour cher public, merci d'être encore avec nous pour ce Flash Info numéro 5. Alors le thème aujourd'hui sera notre cosmos. Se comporte-t-il comme un gigantesque ordinateur quantique? Alors je ne vous apprends rien si je vous dis que nous sommes à l'ère de l'informatique, de la de l'électronique. Nous utilisons énormément les ordinateurs, les tablettes, les portables, etc. Donc la question d'un cosmos ou d'un univers qui pourrait se comporter comme un gigantesque ordinateur quantique semble au premier abord être légitime. Mais cela a-t-il vraiment un sens de comparer notre cosmos à un gigantesque ordinateur? Eh bien, pour répondre à cette question qui est dans l'air du temps, eh bien, nous allons avoir la réponse grâce à M. Cosentino qui va venir nous rejoindre. Monsieur Cosentino, bonjour. Bonjour. À nouveau, nous sommes de retour, donc tous les deux, pour une nouvelle question. Plein de nouvelles questions dont vous allez apporter des réponses, je n'en doute pas, et le public sera ravi aussi de les entendre. Donc, la question est, nous sommes dans l'air du temps, et nous allons en savoir un peu plus en vous interrogeant, car vous avez depuis 25 ans fait des travaux de recherche sur cette question. C'est exact. Alors, Monsieur Cosentino, que veut dire le mot quantique exactement? Un grand mot. Oui. Un grand mot, un grand Ce qui mot. fait très savant d'ailleurs. Bon, ok. Et c'est vrai que c'est un grand mot dans le sens que il faut d'abord l'appréhender, ce mot. Qu'est-ce que veut dire le mot quantique? Alors, il faut toujours opposer le mot quantique avec le mot classique. Oui. Alors, en science, pour l'essentiel, hein, pour nous les scientifiques, il y a ce qu'on appelle la mécanique ou la physique classique. Ben, c'est celle que quand on regarde autour de nous, on calcule des vitesses, des masses, etc. Et puis il y a la physique quantique. Et là, globalement, on passe à une échelle qui est d'ailleurs l'échelle la plus petite qu'on puisse appréhender. C'est comme si on passait d'une galaxie classique à l'atome. Donc, qu'est-ce que le mot quantique? Qu'est-ce que veut dire le mot quantique? Alors, quelque part, je suis d'origine italienne, hein. Donc ça vient d'une racine qui veut dire quanto. Quanto qui se traduit en français combien. C'est-à-dire que si je vais par exemple chez si je vais acheter, on va prendre un exemple où j'achète quelque chose qui est, si j'achète une échelle, je l'achète avec tous ses barreaux. Je ne vais pas acheter par exemple une échelle en disant au vendeur je voudrais 10 barreaux et demi. Voilà, si j'ai à gravir des marches d'escalier, et si on me dit tu as franchi combien de marches d'escalier, on ne va pas dire 10 marches et demie d'escalier, 10 marches et demie. Voilà, ou c'est 7, ou c'est... Donc ici l'expression quanto, ça veut dire paquet. Paquet. Tout comme si j'achète des chaussures, ben, c'est le pied gauche et le pied droit. Voilà, acheter qu'une chaussure. Bon. Alors, quanto c'est ça, c'est-à-dire combien, et c'est quelque chose qui est donc, on va dire, entier. Ça s'oppose à ce qui est continu. Donc, le classique, c'est le continu, comme une route avec la ligne blanche. Et quand on passe au quantique, la ligne elle devient discontinue. Alors, donc, on va travailler ici par paquet. Et pour donner l'explication, enfin du moins pour l'instant, hein, c'est l'explication la plus simple possible. Qui dit quantique dit paquet. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez me dire comment fonctionne un ordinateur quantique? Alors avant de répondre à cette question, il faut dire quelques mots sur le fonctionnement, bien sûr, donc d'un ordinateur classique. Après, on rebondira sur ce qu'est un ordinateur classique. Alors, en quelques mots, l'ordinateur classique, alors lui, c'est quoi? C'est un circuit électrique, c'est très simple, hein, un circuit électrique où il y a des électrons qui se baladent, qui se promènent, et ils ont à franchir des portes. Cette porte, ou elle est ouverte, ou elle est fermée. Ou je passe pas. En parlant bien sûr de l'électron. Alors, on a codé donc en code binaire, et on a dit par exemple que la porte indiquant un 0, ça veut dire que la porte elle est fermée. Et la porte qui indique le 1 est ouverte.
Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais l'électron, il a affaire soit à un 0, soit à un 1. Pas les deux à la fois. C'est ou le 0 ou le 1. Ça, c'est l'ordinateur donc qui est classique. Ces portes, on les appelle des portes logiques, hein, fermées ou ouvertes. Alors j'insiste sur porte ouverte ou fermée. Parce qu'il y a une différence avec porte qui est ouverte et fermée. C'est pas la même chose. Hein. Ou c'est un choix et conjonction de coordination, c'est le fait que ça se fait les deux en même temps. Alors pour pas qu'on s'embrouille, l'ordinateur classique, c'est où je suis avec une porte ouverte, ou je suis avec une porte fermée. D'accord. Donc maintenant, on revient au fonctionnement de notre ordinateur quantique. Ok, alors maintenant, l'ordinateur quantique. Alors pour l'ordinateur quantique, on n'a plus affaire à des bytes classiques, donc à des informations classiques, on a affaire à des qubits quantiques. Là nous sommes maintenant dans les informations vraiment dans le sens de superposition du oui et du non, du 0 et du 1. C'est-à-dire que c'est comme si on avait maintenant non pas deux portes, 0 et 1, c'est comme si les deux portes 0 et 1, elles étaient confondues, comme s'il n'y en avait qu'une. Et là la question est comment dire, elle est complexe parce que cette porte, elle est ouverte ou fermée? Puisqu'il y a les deux en même temps. Alors une porte, nous dans le classique, qu'est-ce qu'on dit? Ou elle est ouverte, ou elle est fermée. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je pose la question à un public, est-ce que vous pouvez vous imaginer une porte qui est à la fois ouverte et fermée? Et oui, on n'est pas dans le monde classique, on est dans le monde quantique. Donc du coup, l'univers, il va donc traiter non pas des bytes, mais des qubits. C'est-à-dire que dans un même point, au lieu d'avoir deux portes, on peut avoir une infinité de portes, donc imbriquées, intriquées les unes les autres. C'est-à-dire qu'à un seul endroit, on peut avoir des millions d'informations. Tant qu'on n'a pas décidé de ce qu'on veut observer, tout est possible. Mais une fois qu'on a décidé, une seule chose est possible. C'est-à-dire qu'on l'ouvre ou on la ferme. Donc ça, c'est la différence entre l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique. Donc on comprend bien qu'on peut mettre beaucoup plus d'informations dans un ordinateur quantique. Seulement, il y a des limites. Parce qu'à un moment donné, le fait de mettre trop d'informations, il y a ce qu'on appelle le phénomène de cohérence. C'est-à-dire qu'on détruit la logique de l'information. Pourquoi? On le dit, trop d'informations tue l'information. À un moment donné, la mécanique quantique nous dit, attention, vous pouvez utiliser nos qualités, mais ne pas en abuser. Parce qu'à un moment donné, on franchit une frontière où on bascule dans le classique. Et il faut rester dans le quantique. Ça, c'est le fonctionnement de l'ordinateur quantique, sa plus simple explication. D'accord. Alors, dans un ordinateur quantique, nous avons besoin de combien de qubits pour stocker l'ensemble des informations disponibles sur le réseau Internet? Alors, en théorie, parce qu'après, vous avez compris qu'on a peur de cette décohérence. Donc il faut rester cohérent avec la physique quantique. Et si on dépasse certaines limites, ça devient incohérent et on bascule dans le classique. Donc en théorie, on peut aller jusqu'à à peu près 40 qubits. Alors si on reprend une petite formule à nous qui est de 2 puissance n, et nous le n c'est le nombre de qubits, là on est à 40. C'est peu, mais... C'est pas... oui, ouais, c'est peu. Ça paraît peu, mais ça va devenir monstrueux. Comme l'univers qui est gigantesque. Alors 2 puissance 40, ça nous donne 1000 milliards, je répète, 1000 milliards d'informations. Mais bon, on est quand même dans un ordinateur quantique. On n'est pas encore dans l'ordinateur cosmique. Donc 1000 milliards d'informations, mais pour l'instant nous sommes en théorie. En théorie. Alors, c'est vraiment un nombre que moi je peux qualifier d'astronomique. C'est le cas de le dire. et qui je ne suis pas le seul, et ne vous découragez pas, c'est un nombre qui dépasse notre représentation. Mais les surprises ne sont pas finies. Oui, j'imagine. Alors, et notre cosmos, notre univers qui est l'objet de ce Flash Info, numéro 5, combien d'informations traite-t-il en simultané et comment ça marche? Bien, alors là, c'est la grande question.
est-ce qu'elle est plus grande que l'univers? C'est une grande question quand même. Aussi, oui. Eh bien l'univers, lui, si on prend le principe de l'ère de l'univers, hein, pour simplifier, et l'ère de Planck, Oui. ça nous donne un ordre de grandeur de 10 puissance 120. C'est-à-dire, on écrit 1 Oui. et on ajoute 120 zéros à la queue leu. Et là, je ne sais pas quoi dire, c'est un Ça nombre. nous dépasse. Là, Voilà, ça nous dépasse. autant 1000 milliards, ça peut se mettre dans une calculatrice. Mais 10 puissance 120, là, c'est traité par des ordinateurs. Hein. Donc, je répète, 1 suivi de 120 zéros. C'est ce que l'univers traite simultanément, selon bien sûr, une théorie sur l'idée que l'univers soit un gigantesque ordinateur. Hein. Donc, 10 puissance 120 informations d'une manière simultanée. Alors ça c'est donc tout ça c'est dû donc au phénomène qu'on va expliquer un peu plus, hein, qui est l'intrication quantique. D'accord. Alors, tout ça représente une somme colossale d'informations. Hein. On l'a vu, ça nous dépasse un petit peu, pour nous simples humains. Mais suite à ce que vous nous dites, il y a deux questions qui méritent quand même des explications, je pense. Alors, la première, elle concerne l'intrication quantique appliquée à l'univers. Est-ce que c'est possible? Première question. Et ma deuxième question, c'est, et je suis certaine que le public est un peu comme moi, notre cosmos, il calcule quoi au juste? Puisque vous avez dit que c'était un ordinateur gigantesque quantique. Mais que calcule-t-il au juste? Deux bonnes questions. J'espère. Et pertinentes. Alors ce sont des recherches c'est vrai, qui datent des années globalement comme ça. Hein, donc, comme on dit, les années, on va dire 50-60, hein, où des physiciens, des cosmologistes se penchent dessus. Est-ce que notre univers ne serait pas un gigantesque ordinateur quantique? Parce qu'en science, il faut toujours se poser là où les questions. Comme on le dit souvent, en science, le jour où on ne se posera plus de questions, où on ne s'en posera pas parce qu'on n'a pas envie de s'en poser, bien, non seulement on se met en danger en tant que chercheur, en tant que scientifique, mais en plus on met en danger la science. Donc il faut rester dans la logique. Dès le moment qu'on a des ordinateurs qu'on fait à un niveau quantique, pourquoi ne pas extrapoler à notre univers? Alors on va essayer de répondre donc à ces deux questions. Donc sur l'intrication quantique, alors est-ce que notre univers il peut donc traiter l'information au niveau quantique? Si on se base sur ce principe de l'intrication quantique, la réponse est oui. C'est-à-dire que si cette pelote eh bien, représente notre univers, en tant qu'information, si j'agis là, instantanément, ça agit ici. C'est-à-dire que si moi je veux dire ici par exemple 0, eh bien on sait que l'intrication quantique va dire si là il y a un 0, là il y aura 1. Si là il y a 1, là il y aura 0. Parce que c'est des discussions oui, non. Si je pose une question, je vous pose la question, aujourd'hui fait-il beau? Oui ou non? Ah ben là c'est oui. Voilà. Avec le beau ciel bleu qu'on a, je peux dire que oui. Voilà, il n'y a pas... Bon, la question oui et non, et l'univers, lui, il n'a pas de oui, non en même temps. C'est ou oui, ou non. Bon, cette porte, ou ouverte, ou fermée. Il n'y a pas de... Pas de demi-mesure en quelque sorte. Non, parce que l'univers, il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. Bien sûr. Parce que nous, on a des doutes, dire je ne sais pas trop. Ben, si l'univers, comment ça se dit, je ne sais pas trop. Excusez-moi l'expression, ça se dit en français, on est mal barré. Hein. Oui. Non, je ne sais pas si ça se dit dans d'autres pays, donc ça ne va pas. Donc l'univers, lui, c'est affirmatif. Oui, non. Notre oui, notre non. C'est binaire en fait. C'est binaire. Alors, maintenant, il calcule quoi notre... finalement, Oui, il calcule quoi? Parce que si moi je prends une calculatrice, c'est pas... Enfin, je veux bien, elle est jolie, je la regarde, ok. Mais je ne l'ai pas achetée pour la regarder. Non, c'est bien pour calculer quelque chose. Voilà. Alors, les commerciaux, Les commerçants. les scientifiques, hein, donc chacun va utiliser selon ses besoins. Et l'univers, lui, il calcule quoi? Alors l'univers, on va le résumer en quelques mots. L'univers, il calcule des constantes, parce que l'univers, une fois qu'il a arrêté son expansion, on l'a vu dans l'autre vidéo, une fois qu'il arrête son expansion, il faut qu'il se régénère. Alors, il calcule sa masse. Et qui dit masse volumique. Et ça, il faut que ça reste à un niveau constant.
il faut qu'il calcule aussi son rayon de courbure. Parce que ça peut être une courbure de la valeur d'une bille et une courbure qui peut être la Terre. Hein. Également sa vitesse de rotation, parce qu'on a vu que le Big Bang donnait naissance à deux univers. Ces deux univers s'éloignent l'un de l'autre, mais en même temps, ils tournent l'un sur l'autre, comme la Terre sur elle-même. Donc il calcule sa vitesse de rotation, pas trop vite, pas trop lentement. Parce que s'il tournerait trop vite, il éjecte tout le monde à l'extérieur. D'ailleurs, la Terre, c'est pareil. Si la Terre tournerait trop vite, par rapport à ce qu'elle... On peut passer sur on partirait dans l'espace par la fosse centrifuge. Hein, la salade dans le panier. Oui. Hein, c'est bon qu'il y ait la paroi, mais s'il n'y a pas la paroi. Ah bah la salade, elle... À la limite, on a qu'à enlever le couvercle. Hein. Là, oui. Bon, ouais. Donc l'univers qui conserve sa rotation au niveau constant. Et un paramètre qui est super important, c'est la valeur de sa température. Bien sûr, pas proche des étoiles. Là. Loin des étoiles, loin des galaxies, donc dans l'espace intergalactique, cette température elle est de 2,725 Kelvin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est le Kelvin, c'est une échelle de température qui, on aime bien en physique parce que c'est des échelles de température qui sont positives. Il n'y a pas de température, il n'y a pas de négative. Parce que dans les formules, quand on veut du positif, du négatif, en numérateur et en dénominateur. Celsius à moins et plus, mais pas en Kelvin. Par contre, les deux échelles, on peut les mettre côte à côte. Les degrés sont, enfin les écarts des degrés sont identiques. Alors si je descends à moins 273, par exemple, bien sûr, Celsius. Donc moins 273 Celsius, c'est la température la plus froide possible, qui a un sens en physique, ça correspond au 0 Kelvin. Donc je ne peux pas être en dessous du 0, parce qu'on reste en valeur positive. Maintenant plus je monte, et puis bien sûr, de l'autre côté, les températures négatives vont à fur et à mesure devenir après positives. Donc l'univers, il est à 2,725 Kelvin. Alors pour ceux qui veulent mémoriser la valeur, c'est 3 Kelvin, pour arrondir. Et ces 3 Kelvin correspondent à moins 270 degrés Celsius. Alors on sait ce que c'est que moins 60 degrés Celsius, on sait ce que c'est à la limite moins. Je crois que le record sur Terre, c'est pas loin de 90 et 100 degrés. Bien sûr, en température froide, hein, bien sûr, moins. Donc en mettant 100 pour simplifier, ben, l'univers il est quasiment le triple, encore plus bas. Alors l'univers il se régénère, il va maintenir cette température à un niveau constant. Alors bien sûr on est dans le cadre de la théorie du New Big Bang fractal. Alors si l'univers conserve cette température à un niveau constant, ça nous rappelle notre corps humain, qui lui aussi, il ne s'agrandit plus, et il régule le corps humain régule la température à 37 degrés. Donc cette histoire de régulation, c'est pas nouveau. Donc si le corps humain est capable de le faire, une fois de plus, on va extrapoler à l'univers. Et pourquoi pas l'univers? Lui aussi, il pourrait maintenir sa température à un niveau constant. Alors, on revient sur la devise du New Big Bang fractal. Cher public, alors vous pouvez le dire plus fort, ça fait plaisir. Pas de mort thermique. Alors maintenant, je vais le dire aussi. Voilà, c'est à vous le mot. Le New Big Bang, alors pas moi, le New Big Bang fractal nous dit, et c'est sa devise, pas de mort thermique pour notre univers. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est rassurant, oui. Et c'est rassurant. Merci Monsieur Cosentino. C'est moi qui vous remercie. Flash Info numéro 5 et on se retrouve très vite pour un Flash Info numéro 6 avec encore plein de nouvelles questions. Je ne vous dis pas merci, mais mille merci. Et mille merci à notre public qui le suit. Oui. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, cher public, notre Flash Info numéro 5 est terminé. J'espère que vous avez apprécié encore toutes ces questions et qui peut-être apporteront d'autres questions de réflexion pour un prochain Flash Info. En tout cas, merci aussi pour vos commentaires, car vous nous regardez maintenant des quatre coins du monde et nous recevons des commentaires vraiment de différents pays et cela nous fait très plaisir. Alors continuez, n'hésitez pas. Et puis en attendant bien, ce prochain Flash Info, je vous dis qu'une seule chose, gardez bien la tête dans les étoiles. À très bientôt.